Vous avez dit, lors d'un direct, que vous n'aviez pas touché à votre salaire lorsque vous étiez Premier ministre. Pourquoi? Je vous remercie. Il faudra que je vous rappelle que j'ai été nommé Premier ministre le 1er avril 2001. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disaient que c'était un poisson d'avril. Et le gouvernement a été formé le 5 avril. Et nous sommes passés devant l'Assemblée nationale pour présenter la politique du gouvernement le 8 mai. Et nous avons immédiatement payé un mois de salaire, mais ce salaire correspondait au mois de janvier 2000. Parce que mon prédécesseur, le dernier salaire qu'il avait payé, c'était celui de janvier 2000, justement. Donc moi, je n'avais pas opté pour le gel des arriérés, qui relevait donc de la gestion de mon prédécesseur. Selon le principe de la continuité de l'État, j'ai décidé de continuer à payer les salaires courants à partir de janvier 2000, comme je le disais, où il s'était arrêté. Donc en mai 2001, je payais le salaire de février 2000. Et donc les mois suivants, c'était le même mécanisme. C'est-à-dire que chaque fois que nous arrivions par effort interne à payer un mois de salaire, ça venait en apurement des stocks d'arriérés laissés par mon prédécesseur. Donc, février 2000, mars 2000, avril 2000, etc., etc., etc. Nous aurions pu choisir une autre solution pour pouvoir bénéficier nous-mêmes de notre salaire. C'est de commencer à payer les salaires à partir d'avril 2001. J'ai trouvé ça moralement inacceptable, parce que le principe de l'État, c'est le principe de la continuité. Deuxièmement, je ne voulais pas que l'impression soit perçue par nos compatriotes que nous avons gelé les salaires antérieurs et que nous avions commencé justement en avril 2001 par intérêt personnel, c'est-à-dire pour nous faire payer d'abord. Et d'ailleurs, certains membres de mon gouvernement, et non des moindres, avaient suggéré cette solution que j'avais catégoriquement refusée. C'est uniquement à cause des décalages par rapport aux arriérés de salaire que nous devions honorer depuis donc le stock laissé par mon prédécesseur qu'il y a eu ce phénomène que nous, pendant qu'on était en fonction, nous ne pouvions pas être payés. Donc, selon le déroulement de l'apurement de ces arriérés, c'était en mars 2003, c'est-à-dire 24 mois plus tard, que je devrais percevoir mon premier salaire de Premier ministre. Et comme vous le savez tous, le 15 mars 2003, il y a eu le coup d'État. Et quand il y a eu le coup d'État du général François Bozizé, les bulletins de salaire étaient déjà émis. Donc mon premier salaire de Premier ministre, que je devais toucher le 30 mars, j'étais déjà réfugié à l'ambassade de France quand l'inspecteur général des finances, Koya Sambia, c'est lui qui a perçu en espèces l'unique mois de salaire de Premier ministre que j'ai perçu pour me l'apporter à l'ambassade de France. C'est pour ça que, aujourd'hui, quand notre pays a fait un accord avec le Fonds monétaire international et que le Fonds monétaire international a accepté d'apurer les arriérés intérieurs de tous les régimes précédents, c'est-à-dire depuis le président Kolimba jusqu'au président Patassé, etc., dans l'accord qu'il y a actuellement avec le FMI, les arriérés de salaire ont commencé à être payés. C'est pour ça que c'est maintenant que je perçois les arriérés de salaire qui me sont dus du fait de ma position de Premier ministre à l'époque. À votre époque, le salaire de Premier ministre était de combien? Le salaire de Premier ministre, en tout cas le seul salaire que j'ai perçu était de 1 400 000 francs CFA. En tant que Premier ministre? En tant que Premier ministre. 1 400 000 francs CFA, ça devrait faire à peu près 2100 euros. Nous allons passer aux suivantes questions. Deuxième question. Vous avez demandé l'ouverture d'un pont aérien entre Bangui et Obo pour soutenir les forces armées centrafricaines. Certaines personnes pensent que cette déclaration ne devrait pas être faite par vous puisque vous faites partie de la majorité. Que répondez-vous? Je réponds tout simplement que c'est justement parce que je fais partie de la majorité que je dois interpeller, en vertu des dispositions de l'accord de Khartoum, les signataires, les deux parties qui sont les groupes armés et le gouvernement, interpeller les garants et les facilitateurs chaque fois que j'estime en tant que citoyen
et en tant que député de la nation que cet accord doit être appliqué, mais nous jouons le rôle de vigie. C'est au contraire, c'est un devoir et une obligation pour moi, en tant que citoyen centrafricain, en tant que soutien de l'accord de Khartoum, en tant que président d'un parti de la majorité, de veiller à ce que les dispositions de l'accord soient respectées. Pourquoi nous avons signé l'accord? C'est pour la paix de nos compatriotes. C'est pour que nos compatriotes vivent en paix, circulent en paix. Quelqu'un comme Ali Darassa, qui n'est pas centrafricain, je ne cesserai jamais de le répéter, un mercenaire qui est venu s'installer au cœur de notre pays et qui tue nos compatriotes, je dois demander la permission à quelqu'un avant de me plaindre de son comportement. Mais je n'ai pas de permission ni d'autorisation à donner. Si je dois être fusillé pour ça, mais je suis preneur. Je ne peux pas accepter que ce qui ne se passe pas dans d'autres pays se passe dans d'autres pays, se passe dans mon pays. Je ne peux pas accepter ça. Et je ne peux pas me taire devant ça. Est-ce que moi, Martin Ziguélé, centrafricain, je peux me lever, aller m'installer au Mali, au Burkina, au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, créer un groupe de rébellion avec des centrafricains que j'importe de Centrafrique, tenir tête au pouvoir dans ce pays, dicter mes 4 volontés, aller occuper des villes, tuer des fils de ce pays? Qui peut accepter ça? Pourquoi il y a le G5 au Sahel? Pourquoi il y a l'opération Barkhane au Sahel? Pourquoi il y a la MINUSPA au Sahel? C'est pour lutter contre les djihadistes dans ces pays. Et moi, centrafricain, vivant, député, dans mon pays, je ne dois pas interpeller qui de droit lorsque la vie de mes compatriotes est en danger. Mais je le ferai toujours. Je le ferai toujours. Tant que Dieu me donnera un souffle de vie, je le ferai. Ces gens pensent que cette proposition devait être faite d'abord par le président de la République. Écoutez, soit dit sur les autres. écoutez. Lorsque une maison brûle, vous allez demander la permission, l'autorisation à vos voisins ou vous invitez vos voisins pour qu'ils viennent vous aider à éteindre le feu. Lorsque vous êtes dans un village et qu'une maison brûle, votre premier réflexe de responsable, c'est de chercher de l'eau pour aller éteindre la maison de votre voisin qui brûle. J'ai besoin d'une autorisation, j'ai besoin d'une concertation préalable pour demander qu'on aille sauver des vies humaines. Je pose encore la question autrement. Est-ce que vous trouvez que ça soit normal que lorsque des Centrafricains meurent, que ce soit des étrangers qui interviennent le premier, qu'ils soient la MINUSCA ou qu'ils soient d'autres forces, pour sauver nos propres compatriotes? Ce que nous devrions faire, c'est de ne pas nous disputer entre nous. C'est d'aller même à pied à Obo, à Lindao, à Zangba, à Sateba pour sauver nos compatriotes. C'est ça que nous devrions faire. On ne peut pas me reprocher d'avoir sonné la cloche pour que des vies soient sauvées. Et je suis député de la nation. Cela a un sens. Ça veut dire que je suis de Obo. Je suis de Obo. Je suis de Zemio. Je suis de Alindaou. Je suis de Ndele. Je suis de Birao. Je suis de Batangafo, où 4 jeunes dont je viens d'être enlevé hier par un autre mercenaire Al-Khatim. Je suis de Batangafo. Je suis de Koui. Je suis de Besson, où la gendarmerie est actuellement occupée par les hommes de Sidiki, qui a pourtant signé l'accord de paix. Je suis de la RCA. C'est mon pays, c'est le pays de mon père. Je n'ai pas d'autorisation. Je n'ai pas de salamalek. Il ne faut pas que les Centrafricains s'habituent à ce que des mercenaires, des gens qui n'ont rien à faire dans ce pays, viennent avec armes, hommes, bagages, occuper nos terres, s'installer, chasser les autochtones, s'imposer militairement, avoir des prétentions politiques dans notre pays. Nous ne devons pas nous habituer à ça. Si nous nous habituons à ça, ça veut dire que nous acceptons l'esclavage. C'est ça que ça signifie. Et moi, je n'accepterai pas cela. Alors, nous allons passer La troisième question, le MCU vient de signer un accord avec certains partis politiques. Pourquoi le MLPC n'en fait pas partie puisque vous soutenez le régime en place? Je voudrais être, une fois de plus, clair et concis sur cette question. Le MLPC, en tant que parti politique, s'est constitué en vue de la conquête du pouvoir. Et le MLPC a été au pouvoir. Nous avons participé à toutes les élections qui ont été organisées dans ce pays. Et nous sommes le premier parti politique, dans un contexte pluraliste, à gagner des élections démocratiques dans ce pays en 1993. Nous sommes
fondamentalement républicain et démocrate. En 2015, pour la première fois dans l'histoire du MLPC, nous avons été éliminés au premier tour. La réaction de quelqu'un qui serait perturbé par cette défaite, c'est de dire, comme j'ai perdu, je ne soutiens personne. Mais ce n'est pas une attitude républicaine. En République, il faut accepter la défaite. Et il faut soutenir les forces qui montent pour que le pays soit géré pour la satisfaction des populations. Le MLPC s'est réuni parce que le candidat numéro 2, Faustin Arcand Touadéra, est venu nous voir, ici même, et nous a demandé son soutien. Nous avons soumis la question au bureau politique, qui a accepté. Pas dans un marchandage, sur des points précis. 3. 1. Le rétablissement de la sécurité pour tous nos compatriotes. 2. La cohésion sociale. 3. Le redressement économique, parce que l'homme, pour vivre, il faut qu'il mange. Ce sont ces 3 points. Nous lui avons apporté notre soutien comme candidat face à un autre. Et chaque militant du MLPC, et moi-même en tête, nous sommes descendus sur le terrain pour le soutenir. Et il a gagné. Et nous avons fait notre part de contrat. Cet accord politique, ce n'est pas un accord secret. Ce n'est pas la formule de la bombe atomique. Nulle part dans cet accord, il n'est dit que le MLPC renaîtrait à son droit existentiel, c'est-à-dire le droit et le devoir d'un parti politique qui est de conquérir, de lutter pour la conquête démocratique du pouvoir par les urnes. Et nous sommes dans cette démarche. Nous avons dit depuis plusieurs mois que nous nous organisions pour aller à un congrès qui a eu lieu en mars, et le congrès a décidé que le MLPC, comme d'habitude, est son candidat aux élections présidentielles. Et nous n'avons aucun accord avec le MCU parce qu'on a tout simplement, on n'en a pas discuté. Nous ne nous sommes jamais rencontrés entre partis politiques. Nous n'avons jamais discuté de la question. Donc, la seule chose que je peux vous répondre, c'est que nous n'avons aucun contact avec le MCU, que nous respectons en tant que parti politique, comme nous respectons d'autres forces politiques, et chacun a dans son agenda la conquête démocratique du pouvoir. Vous faites partie des hommes politiques qui ont soutenu le programme de relèvement de la RCA à Bruxelles, où une annonce de 1130 milliards a été faite. Qu'en est-il aujourd'hui de ces promesses? Effectivement, en tant que président du MLPC, en tant que député, mais en tant que président de la commission des finances également à l'Assemblée, j'étais à Bruxelles et accompagné le président de la République et le gouvernement centrafricain avec d'autres leaders, y compris de la majorité et de l'opposition, et nous avons soutenu le programme. Aujourd'hui, le programme est en exécution. Je fais partie du comité directeur conjoint qui suit la progression du programme, même si ces derniers temps, mais mon calendrier ne m'a pas permis d'assister à toutes les réunions. Mais vous savez, mobiliser des fonds aussi importants ne se fait pas de manière automatique. Il y a toute une infrastructure qui a été mise en place pour recevoir les fonds, organiser les projets, les gérer, etc., etc. Et je pense que la montée en puissance se fait progressivement. Ce que j'ai appris à la dernière réunion à laquelle j'ai assisté du comité directeur conjoint, le programme sera rallongé pour 2 ou 3 années, je crois, parce que justement, la mobilisation ne se fait pas au même rythme selon les bailleurs, parce que chaque bailleur a ses règles d'engagement, chaque bailleur a ses conditionnalités, etc., etc. Et il faut harmoniser tout cela pour que le décaissement se fasse. Mais ce que je sais, c'est que le décaissement se fait effectivement. Et je crois, je le dis de mémoire parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, plus de la moitié des fonds promis ont été engagés. Le signal que je considère comme positif, c'est que compte tenu des retards qui ont été pris au départ, il y a un consensus, je pense, entre les bailleurs de fonds et le gouvernement centrafricain pour qu'il y ait une prorogation du délai d'exécution de ce programme soutenu, l'APPRRC. Donc, je pense que c'est un signal positif. Si des retards ont été pris au début, cette prolongation, ce prolongement permettra de les absorber. La question maintenant, c'est de savoir l'impact de ces investissements sur la vie quotidienne des Centrafricains. C'est ce souci qui est le mien en tant que député. C'est pour ça que, participant au comité directeur conjoint, je veux que les projets soient visibles, soient rapides et permettent l'amélioration de la situation centrafricaine.
Mais il y aura d'améliorations notables que lorsqu'il y aura la paix. C'est pour ça que la question de la paix ne peut pas être un sujet de polémique entre les Centrafricains. Vous savez qu'il y a une route qui devrait être construite de Kagabandoro jusqu'à Ndélé. Mais quelle entreprise peut aller aujourd'hui à Ndélé recruter des manœuvres pour construire une route? Ou recruter la population pour construire la route? Et pire encore, de Ndélé à Birao, comment on peut faire pour entretenir des routes? Pour faire des travaux de haute intensité de main-d'œuvre? C'est ça la question. C'est pour ça que la paix est la condition du développement. Et le développement est tributaire de la paix. C'est pour ça Est-ce que vous êtes en train de demander des actions militaires actuellement? Vous savez, je vais vous expliquer les choses très simplement. Pourquoi nous avons voté le code pénal en Centrafrique? Pourquoi il y a un code pénal dans ce pays? Il y a un code pénal qui s'applique à tous les Centrafricains et qui disent que si vous voulez, on vous met en prison. Il y a un accord de paix qui est comme un code pénal. Et l'accord de paix dit que si vous violez, vous avez des sanctions. C'est l'inexistence et l'inapplication de ces sanctions-là qui sont à la base de ma révolte. Parce que je suis révolté par rapport à cette situation. Pas plus tard que hier, les 3 heures sont allés à Kundili, ont enlevé le chef et un habitant. Alors que nous venons de célébrer le premier anniversaire 21 mai des massacres de Mouna et de Kundili. Ils sont allés à cheval enlever le chef et un autre habitant. Ils les ont gardés en brousse jusqu'à 22 heures avant de les libérer. Tout le village de Kundili s'est vidé de ses habitants. Nous recevons des appels de partout. Et nous sommes impuissants devant cette situation. Alors qu'il y a un accord de paix et que les groupes armés avancent dans l'accord de paix à reculons. À reculons. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je n'accepterai jamais, au XXIe siècle, l'esclavage pour mes compatriotes et pour moi-même. Parce que tout simplement, ce qui se passe en RCA, ça ne se passe dans aucun pays du monde. Vous savez comme moi que la République centrafricaine ne produit pas d'armes. Mais le quotidien de la RCA, c'est que les armes viennent de partout. Il y a moins de 3 jours, nous qui sommes députés de la région nord-ouest du pays, combien d'appels nous avons reçus nous signalant l'entrée d'armes venant des pays voisins dans la région de Kouyi, là où Sidiki est en train de se renforcer militairement au moment où je vous parle. Et nous devons nous taire, nous croiser les bras, compter les morts, pleurer, faire des communiqués. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.